something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vodka Martini, notre format spécial James Bond qui nous fait retracer certains des épisodes clés de la saga 007 avant la sortie en avril prochain de No Time to Die, le 25e épisode de la franchise. Et on parle aujourd'hui de Permis de tuer, le 16e opus de la saga. C'est Timothy Dalton qui incarne l'agent pour la seconde et la dernière fois. Donc pour parler de ce nouveau film, eh bien, je reçois Patrick Dantan. Salut Patrick. Salut Robin. Voilà, pour parler donc de ce Timothy Dalton. Alors, il faut savoir avant de se lancer dans ce Permis de tuer que le producteur historique, Monsieur Broccoli, souhaite que la saga à ce moment-là prenne un style un petit peu plus sombre. Tu vas nous en parler. C'est un film réalisé par John Glenn qui s'est occupé des 4 précédents films. Rien que pour vos yeux donc, Octopussy, Dangereusement Vôtre, qui étaient donc les 3 derniers de Roger Moore. Et puis Tuer n'est pas joué, qui était le premier de Timothy Dalton, avec donc malheureusement il n'y a plus de John Parry à la musique puisqu'il est à ce moment-là en arrêt maladie. C'est Michael Kamen qui s'occupe de la composition musicale. Et donc on va parler un petit peu de ça. Donc c'est un épisode où James Bond est en vacances. Ça lui arrive, ouais. Mais passe pas très loin de lui finalement, un des plus gros trafiquants de drogue de la planète. Et évidemment, James Bond, on le connaît, s'il y a du grabuge autour de lui, il est obligé de faire quelque chose et il va devoir utiliser son fameux permis de tuer contre l'avis de M, son supérieur. Donc on vous laisse imaginer que ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Alors Patrick, avant de parler spécifiquement du film, c'est donc le seul film de l'ère Dalton qu'on va traiter dans ce Vodka Martini. C'est forcément un nouvel acteur, forcément une nouvelle interprétation du rôle. On a laissé Roger Moore, on en a suffisamment parlé, comme le tombeur ultime, second degré, des punchlines, des petites pirouettes, des machins. Est-ce que là, on est dans la suite? Est-ce qu'on est dans le prolongement de ce personnage-là ou cassure complète? Non, je pense qu'avec Timothy Dalton, il y a vraiment une volonté de tourner vraiment le dos à la période Roger Moore. Déjà avec le premier film, Tuer n'est pas joué, qui restait pourtant un film d'espionnage, avec une histoire d'espionnage. Et puis donc, Timothy Dalton, c'est tout autre chose. Moi, je trouve qu'il est excellent, c'est un très bon acteur et c'est un très très bon James Bond. Je trouve à la fois classe, séduisant, il a quelque chose de puissant, puis d'un petit peu plus sombre. Donc, après Tuer n'est pas joué, ils vont vraiment continuer dans la même veine avec ce film-là. On va même pousser encore plus la saga vers un style plus sobre, plus sombre et plus réaliste. C'est un scénario original qui est inspiré de quelques petits éléments d'autres livres, comme c'est souvent le cas. Ils ont repris des éléments dans Vivre et laisser mourir, où il y a une histoire de personnage mangé par un requin, qu'on va retrouver ici. Pas le personnage, le fait d'être mangé par un requin. Mais décidément, les requins sont partout dans James Bond. Ouais, ou bien des éléments de Rien que pour vos yeux, qui a pourtant été adapté pas beaucoup de temps avant, avec un personnage de méchant qui est particulièrement violent avec les femmes. De nouveau, la violence qui est quelque chose de très important dans ce film-là. Et puis on va même carrément quitter le milieu de l'espionnage pour celui du trafic de drogue, comme tu disais. Donc en fait, on va partir dans l'ambiance des Keys, qui sont un archipel en Floride. Et puis James Bond, comme tu disais, il est en congé, il est là, il va assister au mariage d'un très bon ami qui est par ailleurs agent de la DEA, qui est en fait l'organisme qui gère et essaie de contrer le trafic de drogue aux États-Unis. Ouais. Il va se retrouver mêlé à l'arrestation d'un méchant qui s'appelle Frank Sanchez, qui est un puissant trafiquant de drogue international, et l'affaire va mal tourner, et juste après le mariage, les mariés vont être agressés. Et Bond va alors se lancer dans une vendetta personnelle afin de les venger. Donc du coup, les services secrets britanniques qui vont être alertés vont mettre Bond sur la touche et lui retirer le fameux permis de tuer afin qu'il ne puisse pas continuer ses agissements. Donc là, on est quand même dans un scénario beaucoup plus personnel sur James Bond. Totalement. C'est-à-dire que tout d'un coup, les actions du personnage ne sont pas liées à une mission,
mais juste à une vendetta Ne défend personnelle. pas la reine d'Angleterre. Non, il est juste dans une vendetta personnelle. Et puis, même si l'action se passe pour une grande partie dans une ambiance ensoleillée, maritime, sous-marine, à cause de la Floride et ce genre de choses-là, on a par exemple le méchant qui a un iguane à la place du chat avec des diamants autour du cou. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça sympas. Ça nage et ça plonge beaucoup dans la première partie du film. Il y a une luminosité, mais qui contraste vraiment, principalement, je trouve, plus qu'une noirceur, mais vraiment une cruauté, déjà de la part du personnage du trafiquant de drogue, qui a pas mal d'idées bien violentes et un gros requin pour se débarrasser des Décidément. personnes encombrantes, voire des amants de sa petite amie, avec qui il n'est pas tendre non plus d'ailleurs. Bref, c'est un gros salopard bien violent. Et puis, il est aidé par un jeune excité tout aussi violent qui est incarné par Benicio del Toro, qui est tout jeune, mais qui a déjà cette voix particulière, hein, et qui colle parfaitement à cette espèce de jeune excité, homme de main, et ça fonctionne très bien. Et puis ce qui est intéressant dans le film, justement, pour répondre un peu à la question, c'est que Bond, il va vraiment se mettre au diapason de ce méchant et être aussi sans pitié face aux ennemis, et même enfreindre régulièrement la loi pour arriver à ses fins. Donc ça, il va. Il n'y a pas d'état d'âme. Quand il faut tuer quelqu'un, on le tue. Même s'il faut tuer quelqu'un pour prendre un tout petit objet, on le dégomme. Même si on doit tuer quelqu'un parce qu'il nous cherche un peu des noises, on le dégomme. Ça y va, ça dégomme. Donc il y a quelque chose, il y a vraiment le meurtre, la violence, c'est des thèmes qui sont centraux à cet épisode, qui sont même questionnés dans le film aussi. À un moment, il y a un des personnages féminins qui subit beaucoup la violence des personnages masculins autour, qui sont un peu assez machos quand même dans le film. Hein. Et elle dit, mais est-ce que vous, les hommes, vous ne savez vivre que comme ça. Et je trouve que cette phrase, elle est assez forte, elle est assez intéressante parce qu'elle résonne par rapport à elle, le rapport homme-femme dans la saga, peut-être aussi, tu vois. Et peut-être aussi de manière plus générale par rapport à la violence dans nos sociétés, dans notre monde et dans ce genre de choses-là, parce que les meurtres sont encore une fois, sans hésitation, et assez sadiques en plus. On est complètement alors à l'inverse de Roger Moore. La semaine passée, avec toi, on parlait de Moonraker, où on disait justement c'était improbable, ça explosait un peu de partout. Et puis Roger Moore, évidemment, était toujours là, voilà, avec le torse bombé, à faire des petites répliques et des petites phrases pour un peu draguer aussi tout ce qui bougeait, hein, qu'on soit clair, avec peut-être un tir de pistolet. Là, par contre, tu m'as l'air de dire que ça, que ça pétarade, ça envoie dans tous les sens. Alors, il y a pas forcément, j'ai pas le, comme ça, il n'y a pas forcément énormément de flingues, mais il y a des moyens de tuer nombreux, disons, qui sont employés à travers le film, quoi, de manière assez régulière. Voilà, il y a vraiment cette violence et cette chose-là. Il y a un côté, bien entendu, aussi par rapport à ce côté pétarade et tout. Il y a un côté film d'action à l'américaine, un petit peu, à cause du décor déjà, d'une certaine manière. On pense un peu à Bad Boys. On peut penser peut-être aussi à l'époque, il y avait une série qui s'appelait Deux flics à Miami, où forcément, on retrouve un peu cette ambiance-là, hein, le côté aussi, l'époque où ça a été réalisé, ce genre de choses-là. Donc, il y a quand même ce côté un petit peu action et ambiance, voilà, comme ça. Du coup, en plus, sans faire erreur, c'est le premier film James Bond où il n'y a eu aucun tournage, du moins en partie, au Royaume-Uni, sans faire erreur, pour des raisons de taxes sur les artistes, les cachets des acteurs, etc. Voilà, exactement, sur les artistes notamment étrangers, je crois. Donc c'est vraiment le premier épisode de Bond où on n'a presque rien dans son Angleterre natale. Il n'y a rien du tout. Et voilà, donc c'est pour ça encore plus en Floride. Et c'est même assez intéressant parce qu'en fait, quand on doit révoquer le permis de Bond, c'est le directeur des services secrets britanniques qui vient, lui, là-bas. Donc vraiment, il y a ce côté-là. Et il y a aussi une autre chose qui est assez intéressante, et je me demande si ce n'est pas la première fois que ça arrive dans un film de James Bond, c'est qu'on a Q, qui est le pourvoyeur de gadgets en tout genre, tout à fait, qui va aller sur le terrain assister Bond dans sa vendetta. Donc ça, je pense que je ne mettrai pas ma main à couper parce que je n'ai pas revu tous les Bonds, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez une première de voir Q, qui est son assistant, pendant une bonne partie du film, en fait. Voilà, sur le terrain, directement. Donc tout se passe vraiment... Après les Keys, on va aller à Isthmus, qui est une capitale imaginaire, mais dont les ressemblances avec le Panama
sont sans doute pas fortuites, parce qu'en fait, déjà, isthme, ça veut dire bande de terre entre deux mers, donc il y a déjà ce côté-là du Panama. Et puis, on est dans un pays riche, où il y a les grands casinos, justement, là où Bond se retrouve dans les casinos. Pays qui est en possession du trafiquant Sanchez, qui grâce à l'argent de la drogue est devenu tout puissant et possède quasiment le pays. C'est lui qui engage presque comme un acteur le président du pays. Enfin, il y a ce genre de choses-là. Et puis on retrouve bien entendu dans cet endroit-là les grands hôtels, le casino, les James Bond girls en robe sublime, etc. Ce qui change un peu parce que dans les Keys, on a une séquence où Bond il va dans un bar en fait pour avoir un rendez-vous avec une agente. Et en fait, dans le bar, elle lui demande ce qu'il veut boire. Et en fait, elle lui impose quasiment de boire une bière citron vert, quoi. Donc, du coup, il n'a pas son vodka martini ni du champagne. Donc, ça viendra plus tard dans le film, quoi. D'accord. Donc, mais il l'a quand même. Mais il l'a quand même. Il reçoit son vodka martini. C'est-à-dire c'est une des James Bond girls qui va lui le commander. Ok, au shaker, pas à la cuillère, exactement, bien sûr. Absolument. Ouais. On avait, en tout cas, s'il y avait quelque chose qui ressortait de l'époque de Roger Moore, c'était, même si effectivement il y avait un peu de second degré, c'était quand même la générosité des scènes d'action avec beaucoup d'explosions filmées en réel ou alors des maquettes, mais qui finalement étaient assez rigolotes, et surtout des décors absolument incroyables de Ken Adam. En termes d'action, on en est sur quoi là? Tu nous as dit un James Bond beaucoup plus brutal, certes, mais est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'on retrouve les traditionnelles courses-poursuites, les explosions, absolument. etc. Alors, dans la première partie, c'est énormément des scènes sous-marines. Il y a de nouveau de ces petits objets sous-marins qui permettent de se déplacer. Il y a des espèces de petits bateaux, petits sous-marins qui permettent de transporter de la drogue. Un peu comme là, on revient sur Opération Tonnerre. Là, exactement, c'est tout à fait ça. Et même si je trouve que ça nage un peu en rond dans la première partie du film, parce que d'un bateau à l'autre, de la côte, machin, à transporter le truc, ça nage un peu au rond, effectivement, la première partie du film. Ensuite, au niveau des scènes d'action, on va avoir, dans la dernière partie du film, une scène de poursuite avec des camions-citernes qui est vraiment plutôt impressionnante, quoi. Ouais. Vraiment, parce que de nouveau faite avec des vrais camions et ce genre de choses-là, donc ça vieillit pas. Et puis du coup, c'est vraiment assez impressionnant de voir ces gros bâtiments sur une route, bien sûr, à lacets, comme ça et tout, avec les freins qui lâchent, ce genre de trucs et tout. Donc ça fonctionne, c'est une scène que je trouve personnellement assez impressionnante, plutôt bien foutue. Et puis au niveau des explosions et de la grande demeure du méchant, là, en fait, il vit dans un palace, une grande villa, quelque part, qui pourra évoquer plus tard la villa d'Iron Man, un peu dans le genre. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et après, par contre, il a un endroit où il fabrique et prépare la drogue pour le transport, parce qu'il y a toute une histoire autour du transport international de la drogue. C'est un peu ça, le grand plan du méchant, qui est un espèce de bâtiment mexicain, maya, on ne sait pas trop, mais qu'en fait, un bâtiment un peu moderne dans ce style-là, qui est en fait géré par une secte, avec un gourou de la secte, qui en fait sert de couverture au transfert et à l'achat de la drogue. C'est à travers cette secte-là qu'ils font les deals au niveau du nombre de kilos de drogue qu'ils vont vendre à qui, etc., via une émission télé, ce genre de trucs et tout. Et puis donc, il y a un immense bâtiment où on transforme et prépare la drogue pour le transport. Et puis, bien entendu, il y a les nanas qui sont toutes en blanc, qui font partie de la secte et ce genre de choses-là. Donc, on retrouve vraiment de nouveau une espèce de lieu comme ça, un peu très, voilà, avec un décor particulier et qui va finir par exploser de manière assez impressionnante. Tant qu'à faire comme dans tous les James Bond, autant que ça pète. Mais oui, on te sent, Patrick, en tout cas, moi, je te sens là plus réjoui devant ce film que la semaine passée quand tu nous parlais de Moonraker. Disons que je ne pense pas que le film est un immense chef-d'œuvre non plus par rapport au scénario. Il y a deux, trois choses quand même qui restent. Il y a toujours le passage obligé où il doit coucher avec une fille, puis qui est souvent amené de manière... Enfin, on est en train de mener une enquête, il y a un méchant, il y a des dangers, ouais. Puis tout d'un coup, on s'arrête parce qu'on... Ah ouais, puis là, allez, on fait un petit coup, là, on tire un petit coup, puis après, on recommencera, quoi. On recommencera à s'occuper du reste, quoi. Non, enfin, il y a des trucs qui ont de la peine à passer quand même. Et puis... mais Timothy en même Dalton temps... est toujours aussi tombeur que Roger Moore ou...
Ah ouais, non, il est moins tombeur, il est moins dragueur en fait. Ok. Ça se trouve, mais c'est plutôt les nanas qui cherchent un peu là, Ouais. je trouve, dans le Ouais. film là. Parce que En Roger l'occurrence. Moore, c'était une belle couche. Hein. Je veux dire, chaque Ouais. fois qu'il envoyait une, Ouais. 2 mots, hop, je t'emballe, c'est fini. Non, Et là, puis- il est plus préoccupé par sa vendetta Ouais. et du coup, voilà, il y a des possibilités qui s'offrent à lui. Mais justement, c'est peut-être pour ça que ce qui me fait dire que le moment où il y a tout d'un coup la scène d'amour, je trouve qu'elle intervient beaucoup plus comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es là. Non, là, dans ce cadre-là, c'est un peu too much comme ça intervient. C'est un peu brusque Ouais. dans la manière dont ça intervient. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Timothy Dalton a fait que 2 films, Ouais. ce que je trouve qui est quand même un peu dommage, Ce parce qui a que l'air de- personnellement, ouais, je clairement. trouvais que c'était un bon James Bond. Maintenant, j'arrive à comprendre qu'après la période légère et puis un peu gaguesque de Roger Moore, la version Timothy Dalton, elle a pu un peu dérouter les fans. Et malgré encore une fois le talent de l'acteur, hein, que je trouve vraiment incroyable, qui fait vraiment un excellent Bond. Et est-ce que c'est pour ça qu'il a tourné que 2 films ? Je ne sais pas. Les résultats au box-office étaient peut-être un petit peu moindres par rapport à d'autres Ouais. d'autres 100 franchises. 150 millions de dollars, je crois, pour celui-là celui-là. au box-office. Et le précédent était vers les 50 millions seulement, Ouais, donc on c'est- était plus bas. Est-ce que c'est parce que Pierce Brosnan était déjà dans les starting blocks, parce que c'est lui qui aurait dû être engagé d'abord à la place de Timothy Dalton, mais il avait un contrat avec une chaîne de télévision pour une série télé qu'il ne pouvait pas rompre. Ouais. Et puis les producteurs de Bond ne voulaient pas que Bond soit en même temps dans une série à la télévision. Donc est-ce qu'ils attendaient ils voulaient de toute façon prendre Brosnan après, etc. Donc du coup, ils ont éjecté plus vite Timothy Dalton. J'ai lu aussi que Timothy Dalton n'avait pas été hyper au taquet quand il y a eu les castings au départ et tout, puis que voilà, il l'a fait, mais est-ce que vraiment c'était un truc qui le faisait kiffer à fond ? Moi, je trouve que malgré tout ça, ce qui est très intéressant dans cette incarnation par Timothy Dalton de Bond, et même le scénario de Vengeance, c'est que ça préfigure vraiment tout à fait le Bond de Daniel Craig et de Casino Royale. Ouais. Où on a tout d'un coup, la dernière partie de Casino Royale, où il y a vraiment cette idée de vengeance par rapport à la perte d'un être cher, qui va arriver et qui va pousser Bond dans des extrêmes et d'aller jusqu'au bout de l'enquête et de vraiment y aller à fond. Ça a posé un petit peu les bases Et d'un pour moi, nouveau James Bond, c'est-à-dire voilà, plus brut, plus froid, plus renfermé, parfois des fois un peu plus en quête de radical, vengeance, en fait. etc. Et c'est marrant, peut-être qu'on va se dire que ce qui a peut-être moins bien passé à l'époque, après Roger Moore, du coup maintenant permet vraiment de faire un carton, puis a permis de renouveler la franchise et de donner vraiment un nouveau souffle et un nouveau chose à James Bond avec Daniel Craig. C'est vrai que quoi. quand on voit les films récemment de Daniel Craig et qu'on les compare par exemple au film dont on parlait la semaine dernière qui est Moonraker, on est quand même dans 2 univers absolument différents. C'est-à-dire que Moonraker pourrait s'apparenter, je sais pas, du OSS 117 et puis presque. Non mais franchement, il y avait vraiment des scènes complètement barrées et là maintenant on a effectivement un James Bond beaucoup plus froid, fermé, posé, vengeur, tout ça. Voilà. Donc on a peut-être essayé. C'était peut-être trop tôt. Ouais, peut-être. Et puis voilà, après, ce côté, il faut quand même juste rappeler aussi pour ceux qui ont envie de voir le film, il y a ce côté froid, radical, assez violent dans le film, mais il est quand même contrebalancé par effectivement les décors, le luxe, certaines choses, les scènes d'amour et ce genre de trucs qui font un peu le côté glam, on va dire, de James Bond, qui malgré tout ne disparaît pas du tout complètement, quoi, et est quand même présent aussi, quoi, et qui parfois fait que le film peut aussi vieillir un petit peu parce que c'est juste avant le début des années 90, donc bien sûr le temps passe un petit peu sur tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème du coup on mélange un peu trop les genres ? Ça, c'est pas quelque chose qui... Parce que là tu me dis on garde quand même un peu l'esprit de base de James Bond, il est toujours un peu dragueur mais un peu moins, mais il est un peu plus brutal. Ça marche quand même ? En fait, peut-être qu'effectivement, ils auraient dû avoir le courage d'aller carrément dans le radical et de faire un film complètement sombre, etc. et tout. Mais je trouve que la tentative est déjà courageuse et puis de loin pas inintéressante, vraiment, quoi. Donc tu recommandes de voir en tout cas une de ces incarnations de Timothy Dalton, mais donc là c'était Permis de tuer, le 16e opus, ça
Voilà, ça, Wow, on remonte, ça on arrive continue, gentiment au bout, le 16e opus de la saga James Bond. Alors merci Patrick d'avoir franchi les portes du saloon pour nous parler de ce Timothy Dalton et de Permis de tuer du coup. Mais avec plaisir, c'est cool. Et puis, vu que ce cher Timothy n'a fait que 2 films, eh bien, on va déjà tourner la page de Timothy Dalton. Et la semaine prochaine, on va ouvrir une de celles qui a marqué, en tout cas, une génération, peut-être un peu la mienne aussi, avec GoldenEye. On va rentrer tout de suite. Pierce Brosnan qui reprend le costume de 007. Pour le pire ou le meilleur, on le verra bien la semaine prochaine. Ça dépend un peu des gens, je pense. On aura en tout cas largement de quoi dire dans le saloon. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver évidemment tous nos autres épisodes de ce Vodka Martini, notre format spécial consacré à James Bond sur les différentes plateformes de podcast. Également nos autres épisodes. Et puis on vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de notre rétrospective. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.